Bonjour à tous, dans la précédente vidéo sur l'adolescence, on a vu comment Robert Epstein avait commencé à nous dresser une étiologie du phénomène et à nous montrer par là que cette période de vie se présente comme une nouveauté historique. On pourrait alors être tenté de croire que si cette période n'a pas toujours existé, les adolescents qui nous entourent sont en fait des adultes potentiels. Cette déduction peut sembler hâtive et on serait réticent à les considérer comme des adultes parce que l'image qu'ils nous renvoient habituellement n'est justement pas celle de personnes adultes. Pour essayer d'y voir plus clair, on pourra se demander comment peuvent se comporter des adolescents placés dans des situations dans lesquelles on ne retrouve ordinairement que des adultes. Comment se comportent-ils dès lors qu'on les traite comme des adultes? Est-ce que les adolescents sont aussi irresponsables qu'on le dit? Et est-ce que les adultes sont aussi responsables qu'on se l'imagine? Ce sont quelques questions sur lesquelles on va se pencher dans cette vidéo. Nous savons que le rôle que nous attribue la société peut complètement façonner notre façon de nous estimer, de penser et d'agir. Ainsi, évoluer dans un environnement où nos capacités sont en permanence sous-évaluées risque de nous mener à les sous-exploiter et à renforcer l'idée que nous ne disposons pas de ces capacités. Il y a des situations très parlantes, des situations dans lesquelles une personne jugée adolescente, et donc supposément non capable d'attitudes qui relèvent de l'âge adulte, arrive pourtant très vite à adopter des attitudes d'adulte dès lors qu'elle est mise en condition. Il y a par exemple des lieux qui visent à responsabiliser les jeunes en les laissant prendre leur vie en main et en y mettant plus de sens. De nombreux programmes éducatifs américains en extérieur ont déjà fait leurs preuves en permettant aux jeunes de développer leurs capacités à travers une vie moins sclérosée par les impératifs éducatifs, une vie plus sauvage, plus proche de la nature. Epstein cite plusieurs initiatives aux États-Unis où des centres ont été créés pour accueillir des jeunes en difficulté et leur permettre d'avoir des responsabilités, un travail qui donne du sens à leur vie et de se sentir reprendre le contrôle sur leur existence. Ce sont des entreprises qui ont été menées avec succès, et même ceux qui ont été très troublés par les traitements infantilisants que leur prodigue la société parviennent à relever le défi. En très peu de temps, on retrouve chez ces personnes, chez ces jeunes, des caractéristiques que l'on prête habituellement aux adultes. L'autonomie, la prise d'initiative, la pondération, une disposition à prendre soin des autres et à savoir ce qu'on veut. Un autre exemple marquant est celui des camps d'entraînement militaire. Dans ces endroits, les soldats ne sont pas traités comme des enfants, qu'importe leur âge. Ils sont conditionnés à être résistants physiquement et psychologiquement, et ils sont entraînés à utiliser des armes létales dans le but de tuer. Bien que ces écoles militaires qui accueillent les adolescents soient de plus en plus rares aux États-Unis, elles donnent des responsabilités aux jeunes personnes, des responsabilités qui ont du sens pour elles, en plus de leur permettre de retrouver leur estime d'elles-mêmes. Epstein note que c'est justement sur le champ de bataille que la transformation adolescent-adulte est la plus immédiate. Il arrive encore aujourd'hui dans divers pays que cette période d'adolescence soit suspendue temporairement lors de recrutement pour l'armée. Epstein constate qu'un jeune soldat sur le champ de bataille sait se comporter comme un adulte sans problème. Ironiquement, quand un adolescent commence à se faire tirer dessus, il grandit beaucoup plus vite. Malgré les humiliations et les comportements abusifs ou sadiques présents dans beaucoup de ces lieux, les soldats ne sont jamais traités comme des enfants. Ils sont entraînés dès le premier jour à devenir de forts dirigeants et non pas des suiveurs surprotégés et sans défense. Ces programmes éducatifs responsabilisants, Epstein les met en opposition avec les camps d'entraînement correctionnel et les autres écoles militaires rudes desquelles il faut bien les différencier, car ces dernières cherchent à corriger des comportements indésirables chez les adolescents. Elles accueillent des jeunes délictueux à qui elles vont imposer une nouvelle autorité qui très souvent va faire pire que mieux, car elle va infantiliser plus encore les jeunes qu'ils ne le sont déjà. Donc, les uns responsabilisent, les autres infantilisent. Et à la sortie, ça ne donne pas du tout le même résultat. Epstein conclut que la clé pour acquérir la capacité à être responsable se trouve dans le sens que le jeune va mettre dans ce qu'il fait de sa vie. Une expérience a du sens lorsqu'on croit qu'elle est liée à des choses ou des personnes desquelles on se soucie, comme par exemple notre famille, notre carrière ou encore notre pays.
En demander autant aux adolescents qu'on en demande aux adultes, tant que ça a du sens pour eux, ça ne les préserve pas uniquement des troubles de l'adolescence, mais ça les amène à exploiter tout leur potentiel et à prendre place dans la société. Une célèbre expérience réalisée en 1971 illustre bien pourquoi. L'expérience de Stanford a été dirigée par Philippe Zimbardo et nous montre le pouvoir qu'ont les traitements réservés à une personne sur sa perception d'elle-même et son comportement. On a pris aléatoirement 24 étudiants qu'on a répartis en deux groupes. L'un était celui des prisonniers, l'autre celui des gardiens. On les a placés dans des pièces qui avaient l'apparence de cellules de prison et on leur a demandé de jouer leur rôle, le rôle qui leur avait été donné, pendant 2 semaines. Il se trouve que l'expérience a dû être interrompue au 6e jour car une partie des gardiens avait été tellement violente avec les prisonniers qu'elle avait commencé à leur infliger de sérieux dommages psychologiques. Cette expérience, malgré les lacunes que certains lui ont reprochées, montre l'énorme pouvoir qu'ont les rôles qui nous sont attribués sur notre vie et met en avant l'erreur fondamentale d'attribution qui consiste à voir dans le comportement d'une personne avant tout le résultat de sa personnalité plutôt que la conséquence de l'addition de facteurs externes divers. Le pouvoir des rôles est si grand qu'il peut très vite transformer un jeune étudiant gentil et intelligent en un tyran insensible. C'est ce que Zimbardo appelle l'effet Lucifer. Et c'est évidemment à rapprocher avec les expériences de Solomon Asch et de Stanley Milgram. Epstein n'hésite pas à comparer cette situation de rôle avec, par exemple, le premier jour où on accède au statut de professeur, d'agent de police, de caissier dans un magasin ou de parent. On se comporte et on se sent déjà dans la peau d'un personnage qu'on doit jouer. Pour les adolescents, c'est la même chose. Quand ils se trouvent dans un rôle d'adulte, ils agissent et ressentent comme un adulte. Mais pour accéder à ce rôle d'adulte, il ne suffit pas de leur dire d'être adulte. Il faut qu'ils aient réellement la possibilité de l'être. C'est pour ça que les jeunes soldats, ceux qui doivent s'occuper soudainement de leurs frères et sœurs, ceux qui se retrouvent sans plus aucune figure d'autorité à laquelle obéir, ces jeunes-là acquièrent en un temps très court les capacités d'assurer leurs nouvelles responsabilités comme un adulte le ferait. Et cela est même en partie valable pour les préadolescents. Mais les adolescents, eux, nous dit Epstein, sont certainement équipés à la fois physiquement et mentalement pour être des adultes. Cette expérience, ainsi que le cas des écoles militaires et des programmes éducatifs responsabilisants, illustre à quel point le contexte dans lequel on évolue peut être prépondérant dans la représentation de soi et dans le développement ou non de tout un tas d'aptitudes chez les jeunes individus. Nous venons de voir quelques manières pour les adolescents se réhabiliter et sortir de leur situation. Mais le fait est qu'aujourd'hui, la plupart des adolescents sont loin d'avoir accès à ces possibilités. Et si on empêche des personnes de devenir adultes alors qu'elles en détiennent le potentiel, rien de surprenant à ce qu'elles réagissent négativement et développent les troubles que nous avons vus dans la précédente vidéo. Mais les adolescents vont chercher tant bien que mal à atteindre le stade adulte, avec les moyens qu'il leur reste. Face au refus d'être vus comme des adultes, ils vont se retrouver entraînés dans des comportements paradoxaux puisque, voulant se rapprocher naturellement, biologiquement des adultes, mais les rejetant à leur tour puisque rejetés par eux. D'où l'idée du contradictoire que l'on retrouve si souvent chez eux. Voyons maintenant comment le rejet que vivent les adolescents les amène à adopter certains comportements pour se rapprocher des adultes, mais tout en cherchant à s'en éloigner. L'image populaire de l'alcool, du tabac et de la drogue, et nous parlons aussi des drogues légales comme la Ritaline, le Xanax ou le Prozac, est rattachée au monde des adultes, pas à celui des enfants. Ce sont donc des produits vers lesquels les adolescents vont avoir tendance à se tourner pour contourner le rejet et ainsi se rapprocher de leurs aînés et en même temps se démarquer du monde de l'enfance auquel ils ne veulent plus être assimilés. Et ces premières tentatives de rapprochement sont déjà la source de plusieurs caractéristiques qu'on leur prête. Prise de risque, recherche d'attention. Parce qu'aujourd'hui, vouloir se comporter en adulte alors qu'on est adolescent, c'est déjà une prise de risque. Et que pour ce faire, qu'on le veuille ou non, on attirera l'attention sur soi. Mais face au rejet, face à l'impossibilité d'entrer dans le monde adulte, l'adolescent va mettre en place des stratégies de protection. Il ne se sent plus être un enfant, les adultes ne veulent pas de lui,
Il va donc devoir se créer son propre monde pour survivre. C'est là que l'on retrouve tous les comportements de révolte contre l'autorité. Puisque vous ne me voulez pas avec vous, alors je m'isolerai et me différencierai de vous. Il fait ça pour la simple raison que les gens qui nous rejettent, on a rarement envie de leur ressembler. Et on a ici toute l'ampleur du paradoxe. Je veux être comme vous, vous me rejetez, donc en fait je ne veux plus être comme vous. Sauf que biologiquement je suis fait pour être comme vous. Il devra donc se résoudre à accepter un rejet, puis le valoriser. Il va embrasser la culture adolescente et la revendiquer pour se faire une place. En consommant par exemple des substances interdites aux mineurs, on a vu que c'est un moyen de se rapprocher des adultes, mais c'est aussi un moyen de s'en démarquer, puisque c'est une attitude transgressive. Elle transgresse les codes de conduite enseignés par les adultes. En consommant ces produits, ils peuvent satisfaire à la fois les deux besoins. Cette place, ils pourront aussi la trouver en se joignant à des groupes aux valeurs fortement marquées qui s'identifient à travers certains codes vestimentaires, l'élaboration d'un jargon spécifique pour mieux s'opposer aux autorités familiales et scolaires qui ne savent pas reconnaître l'adulte en eux. Tatouages, coloration, piercing sont autant de manières qui peuvent leur permettre de se sentir différents de ceux qui ne les comprennent pas, de ceux qui ne les comprennent pas suffisamment. Et ce sont ces allées-venues entre l'âge adulte et l'âge de l'enfance qui vont participer à donner cette impression d'insensé et d'irrationnel dans les attitudes adolescentes. C'est comme si on leur mettait un plafond très bas sur lequel ils allaient taper dès qu'ils se comportaient comme des adultes afin de les garder enfants jusqu'à leur majorité. Ils agissent tantôt comme des enfants, tantôt comme des adultes, sans état intermédiaire. Et j'ai trouvé que cette idée résonnait bien avec mes dernières réflexions sur le prolongement artificiel de l'enfance. Maman et papa te connaissent uniquement comme un enfant et ont des difficultés à te voir autrement. Mais il arrive un moment où tu te considères comme un adulte et tu essaies d'exprimer cette partie adulte en toi de plus en plus souvent. Lorsque ça marche, lorsque les gens te montrent du respect pour ce que tu dis ou ce que tu fais, tu te sens valorisé. Mais quand ça ne marche pas, quand les gens rejettent ce que tu dis d'un simple revers de la main, tu te renfermes dans le seul état que tu connais, celui de l'enfance. Tout ça renforce la recherche d'attention, car pour se sentir exister, pour pallier à ce défaut identitaire, l'adolescent se sent devoir se souder au groupe de son âge, y avoir une place particulière, se démarquer, en même temps qu'il essaiera d'attirer les regards vers lui. Mais l'attention, il devra aussi l'attirer pour montrer qu'il est adulte en se comportant de la sorte, ce qui lui permettra aussi d'impressionner ses amis, et ainsi montrer qu'il vaut quelque chose parce qu'on lui a toujours dénié les valeurs adultes. On comprend alors l'idée de construction identitaire dont on parle si souvent. Cette idée qui veut que les adolescents ne sachent plus qui ils sont et qu'ils se construisent une identité. Comme si que les enfants et les adultes, eux, savent très bien qui ils sont, mais qu'entre ces deux périodes, on perd son identité. Et tout cela mène bien sûr à la situation tant bien connue de crise d'adolescence et à un mal-être qui va renforcer les troubles existants. Bien sûr, tout ce qui est dit ici, ce sont des traits de comportement d'ordre général. Tous les adolescents, fort heureusement, ne les condensent pas tous et pas tous en même temps. Vous vous serez aussi certainement aperçu que les troubles et comportements décrits ne sont en fait pas le propre des adolescents, même si c'est chez eux qu'on les retrouve le plus souvent réunis. Et d'ailleurs, cette logique comportementale, réactionnelle, est la même chez les adultes. Si on refuse à une personne d'exprimer ce qu'elle est, elle devra trouver d'autres moyens pour se faire valoir auprès des autres. Si une personne ne parvient pas à se mettre en avant pour son intelligence et sa bienveillance, elle devra parfois se mettre en avant pour sa bêtise et sa méchanceté. Il coûte souvent moins d'exister par méchanceté que de ne pas exister du tout. Mais malgré toutes les embûches, Epstein a recensé 3 manières pour les adolescents d'accéder instantanément à l'âge adulte et sans l'aide des adultes, mais seulement en réalisant un des 3 actes suivants. Commettre un crime, se reproduire, se marier. Pour les plus graves crimes commis par les adolescents, un meurtre par exemple, on se devra de le réprimer presque aussi fortement que s'il avait été commis par un adulte, et c'est d'autant plus le cas dans certains pays comme les États-Unis. Il va sans dire qu'il serait évidemment regrettable pour un adolescent d'en arriver là pour se voir enfin regardé comme une personne adulte.
En ayant un enfant, l'adolescent est instantanément reconnu par la société comme parent. Et même si sa volonté d'être père ou mère à son âge sera très mal perçue par son entourage, il gagnera bien vite une considération et un respect qu'il n'avait jusqu'alors jamais connus. Parce que, bien que toujours placé sous l'autorité de ses parents, c'est sous son autorité de parent à lui que sera placé son enfant. Enfin, il existe encore de nombreux pays où le mariage est possible bien avant 18 ans. Une fois marié, le statut social change radicalement. On entre dans la cour des grands, on ne peut plus être vu comme un enfant. 3 actes que la société ne peut ignorer. Dès lors, tout le monde autour de ceux qui les réaliseraient commenceront à porter un regard très différent sur eux. Et ils seront bien plus à même de se comporter en adultes, car on les traitera en adultes. Beaucoup d'adolescents qui commettent de grandes violences manifestent aussi leur simple désir d'être des adultes. Ces violences, nous les rattachons d'ailleurs souvent à des comportements d'âge adulte. Nous ne devrions donc pas tant distinguer les adolescents qui en sont les auteurs des personnes majeures. Et quant aux adolescents qui adoptent des attitudes très sexuelles, ils ne se comportent définitivement pas comme des enfants, mais comme des adultes. Epstein nous dit que l'on pourrait longtemps ergoter sur la signification des crimes et délits commis par les adolescents, mais il n'y a pas de doute sur la signification de leur comportement sexuel. Ils se comportent comme les jeunes adultes qu'ils sont et exactement comme l'évolution l'a voulu. Nous avons donc vu que de nombreux troubles et comportements que l'on met si promptement sur le compte de l'adolescence sont des manières pour les adolescents d'exprimer leur mécontentement et de contourner les obstacles qui jonchent leur chemin vers l'âge adulte. Epstein affirme donc que tout cela n'a rien de trait de caractère naturel induit par des changements biologiques et hormonaux. C'est le résultat de leur exclusion. Les manifestations adultes d'une personne qui arrive à l'âge de la puberté ne sont pas accueillies comme des signes de passage à l'âge adulte. Elles sont rejetées parce que vues comme prématurées et donc inadaptées. Nous venons de passer en revue un certain nombre de difficultés et de comportements à risque chez les adolescents, souvent qualifiés comme des signes d'immaturité qui ne leur permettent pas d'assurer des responsabilités d'adultes. Mais cette immaturité qui ne leur permettrait pas de se comporter en adulte, est-elle le seul lot des adolescents? Pour ce qui est de la France, et chaque année, qu'en est-il des 800 homicides commis par des adultes? Qu'en est-il des 250 000 cambriolages commis par des adultes? Qu'en est-il des 75 000 viols commis par des adultes? Qu'en est-il des 10 millions d'adultes qui fument? Des 25 millions d'adultes en surpoids, principalement du fait d'une mauvaise alimentation et d'un manque d'activité physique? Qu'en est-il des 100 000 adultes condamnés pour conduite en état d'ivresse? Des 1 300 000 adultes qui ont une addiction au jeu d'argent? Des 120 000 adultes qui divorcent chaque année? Et qu'en est-il de tous les dirigeants et soldats à travers le monde qui, au cours du XXe siècle, ont tué quelque chose comme 175 millions de personnes? Les adultes ne sont pas toujours à la hauteur des standards de l'âge adulte. Tout comme les adolescents, ils se comportent souvent de manière destructive et autodestructive. Quand on dit à quelqu'un d'être adulte, quand on lui dit de se comporter en adulte, on ne parle pas d'âge en vérité, mais de capacité. Et ces capacités, on a déterminé que chacun les détenait une fois la barre des 18 ans franchie. C'est une ligne de démarcation conventionnelle et purement arbitraire, puisque cette ligne avance ou recule selon les époques et les cultures. Mais il se trouve, comme on vient de le voir, qu'énormément de personnes de plus de 18 ans n'ont pas forcément les capacités ou la maturité que l'on attend d'un adulte, pendant que des jeunes de moins de 18 ans pourraient déjà avoir acquis ces capacités. Au final, ne devrait-on pas considérer les personnes selon leurs capacités et non selon leur âge, puisque lorsque nous parlons d'adultes, nous parlons d'abord et avant tout de capacités. Nous avons, semble-t-il, complètement amalgamé âge et capacité. Et c'est en prenant soin de mettre le critère de l'âge de côté que Robert Epstein et Diane Dumas ont essayé d'isoler toutes ces caractéristiques qui faisaient d'une personne un adulte. Après avoir consulté la littérature scientifique sur le sujet, et notamment après avoir consulté des psychologues et des psychiatres experts des troubles du développement chez l'adulte,
Ils ont dégagé 14 domaines de compétences qui permettent de différencier l'adulte de celui qui ne l'est pas. Ces 14 domaines de compétences, les voici brièvement. L'amour. L'adulte est supposé savoir ce que c'est que d'être amoureux, savoir les différentes façons d'exprimer ce sentiment, savoir le distinguer de la sexualité, le différencier de l'amour parental, etc. La sexualité. L'adulte est supposé savoir comment se passe la procréation, comment fonctionne la contraception, ce que c'est que l'homosexualité, etc. L'autorité. L'adulte est supposé avoir de l'autorité sur les autres adultes et sur ceux qu'il a à sa charge lorsque c'est nécessaire. Il doit parfois savoir prendre des décisions difficiles, savoir protéger ceux qu'il a sous sa protection et être conscient que son pouvoir induit des responsabilités. La résolution de problèmes. L'adulte est supposé savoir résoudre une vaste variété de problèmes, problèmes financiers, personnels, familiaux, professionnels, et il doit aussi être en mesure de savoir prévoir les conséquences de ses actions. Les aptitudes physiques. L'adulte est supposé être fort physiquement et il doit avoir une activité physique régulière et être autonome dans les tâches de la vie quotidienne telles que se déplacer, porter des charges modérées, monter les escaliers, etc. Les fondamentaux scolaires. L'adulte est supposé savoir lire, écrire et compter. Et il doit aussi savoir certaines choses basiques comme les jours de la semaine, le nombre d'heures qu'il y a dans une journée, etc. Les compétences interpersonnelles. L'adulte est supposé avoir un bon relationnel, savoir communiquer avec respect, savoir s'excuser, savoir pardonner, aider les personnes dans le besoin, être honnête et reconnaître le rôle des autorités. Le sens des responsabilités. L'adulte est supposé savoir prendre des engagements et aller jusqu'au bout de ses engagements. Et il doit bien sûr savoir reconnaître ses erreurs lorsqu'il en commet. La gestion des comportements à risque. L'adulte est supposé savoir évaluer les dangers que présentent de nombreuses situations de la vie. Il doit pouvoir consommer tabac, alcool, médicaments et utiliser la voiture sans que cela ne présente de danger pour lui-même et pour les autres. Et il doit savoir prémunir de ces dangers les enfants et les adolescents qui n'en sont pas capables par eux-mêmes. La gestion du travail et de l'argent. L'adulte est supposé savoir trouver une profession et l'exercer convenablement. Il doit pouvoir amener de l'argent au foyer, avoir le sens des responsabilités, savoir utiliser l'argent avec sagesse, l'investir dans des projets futurs, l'économiser, etc. L'éducation. L'adulte est supposé avoir reçu une éducation et valoriser celle des jeunes. Entre autres choses, il doit veiller à l'instruction de ses enfants et connaître les lois en la matière. L'hygiène de vie. L'adulte est supposé manger 3 repas équilibrés par jour, se laver les dents, dormir suffisamment, garder la ligne, etc. Et il doit savoir aussi reconnaître les problèmes de santé chez lui-même et chez ceux qu'il doit protéger et prendre les mesures adéquates. La gestion de soi. L'adulte est supposé savoir contrôler ses émotions et ne pas perdre son sang-froid. Mais il doit aussi savoir tenir un agenda, dresser la liste des tâches qu'il doit réaliser dans la semaine, etc. La citoyenneté. L'adulte est supposé savoir comment fonctionne son gouvernement et comment être un bon citoyen. Il est supposé voter lors des élections, payer ses impôts, connaître les lois de son pays et les respecter. Il n'y a pas besoin d'être excellent dans ces 14 domaines pour être défini comme un adulte. On est considéré adulte si on a une compétence suffisante dans tous les domaines ou dans la plupart d'entre eux. Dans le cas contraire, on sera vu comme quelqu'un de puéril et d'immature. À partir de là, Epstein et Dumas ont élaboré un test composé de 140 questions, 10 par domaine de compétences. À chacune de ces questions, la réponse attendue est soit oui, soit non. 100 adultes de 20 à 71 ans y ont été soumis, ainsi que 100 adolescents de 13 à 17 ans. Ce test cherche donc à savoir si dans telle situation de la vie, qui nécessite une compétence relevant d'un des domaines précédemment vus, les adultes et les adolescents disposent au moins du bagage théorique pour pouvoir y faire face de manière adéquate. Pour ce qui est de la pratique, on prendra plus le temps de voir ça dans la prochaine vidéo. Les résultats indiquent que les adolescents ont quasiment le même score que les adultes. Sur une échelle de 0 à 10, les adultes ont un score qui surpasse légèrement celui des adolescents dans les domaines de l'amour, de l'autorité et de la résolution de problèmes. Dans les domaines de la gestion du travail et de la gestion de soi, les différences sont toujours en faveur des adultes, mais très peu perceptibles. Et pour ce qui est des 9 autres domaines, il n'y a aucune différence significative entre les scores des adolescents et ceux des adultes. Il faut noter que plus de la moitié des adultes sondés étaient des parents et que plus de la moitié des adultes sondés étaient diplômés d'études supérieures. Ils représentaient donc un niveau d'éducation bien au-deçà de la moyenne du pays.
Toujours est-il que la moyenne des résultats obtenus par les adolescents est très proche de celle des adultes. 30% d'entre eux ont un score supérieur au score médian des adultes. Si ce test d'évaluation des compétences adultes est vraiment représentatif de la population des États-Unis et même de la population du monde occidental, cela signifie que la moitié des adultes sont moins adultes que près d'un tiers des adolescents. Bien sûr, ce que laisse entendre cette étude sur les capacités réelles des adolescents n'est pas ce que la plupart des adultes imaginent. Il nous sera certainement difficile de croire que des personnes de cet âge sont en moyenne capables de ce que sont capables des adultes. À ce propos, le test que nous venons de voir a été complété par une série de 24 questions posées aux 100 adultes afin d'évaluer la représentation qu'ils se font des capacités des adolescents âgés de 13 à 18 ans. Ils devaient répondre oui s'ils pensaient qu'un adolescent était capable d'assurer telle responsabilité ou non s'ils pensaient qu'il n'en était pas capable. Le score moyen sur 24 est de 11,4. Cela confirme que nous avons beaucoup de mal à voir les jeunes comme des êtres capables parce qu'on les voit surtout comme incapables. Voici maintenant quelques raisons qui peuvent expliquer nos préconceptions sur les adolescents. Beaucoup d'adolescents de notre entourage peuvent faire partie de ceux qui tiennent facilement tête aux adultes, qui leur montrent de l'irrespect, qui leur mentent, qui sont paresseux, qui ont des sujets de conversation et des occupations qui nous semblent plutôt futiles, ou bien encore qui boivent et qui fument sans aucune modération. Et parfois, en jetant simplement un œil au comportement de certains groupes d'adolescents lors de sorties de collège, on jurerait qu'ils sont bien incapables d'endosser des responsabilités d'adultes. Parce que ce sont souvent ces adolescents-là que nous croisons au quotidien, il est des plus normal de ne pas voir en eux un potentiel qu'ils semblent ne jamais exprimer. Mais comme nous en avons déjà parlé, la façon dont se comportent les adolescents aujourd'hui est un bien mauvais indicateur de la façon dont ils se comporteraient s'ils évoluaient dans un contexte totalement différent. Notre expérience personnelle à leur côté peut alors bien nous induire en erreur. Epstein souligne aussi la différence entre le potentiel d'une personne à réaliser quelque chose, la compétence, et l'expression de ce potentiel dans la réalité, la performance. Il raconte l'histoire de ce jeune garçon qui n'avait jamais prononcé un mot de sa vie. Ses parents, inquiets, l'avaient emmené voir plein de professionnels spécialistes, mais sans aucun succès. Le garçon restait muet. Un beau jour, alors qu'il était à table, l'enfant déclare que son repas est froid. Ses parents, stupéfaits, lui demandent pourquoi il n'avait jusqu'à aujourd'hui jamais parlé. Il leur répond que c'est parce que, jusqu'à aujourd'hui, tout allait bien. Cette histoire est tirée par les cheveux, nous le concéderons, mais elle illustre simplement le fait que l'on puisse être capable de plein de choses sans être nécessairement en train de réaliser ces choses. Le domaine de compétence est bien plus large que le domaine de performance, et le premier englobe largement le second. Ce que nous faisons ne représente qu'une petite partie de ce que nous sommes capables de faire. Si il est retiré aux adolescents la possibilité d'exprimer leur plein potentiel, alors on ne retrouvera que très peu de réalisations de leur part à même de nous montrer ce dont ils sont réellement capables. Epstein fait la comparaison avec le niveau de créativité d'un jeune enfant en classe de maternelle, là où il a encore une certaine liberté de rêver, de pouvoir dessiner comme il le souhaite, d'inventer ses histoires, de poser les questions les plus curieuses et bizarres. Il peut rester assis ou marcher, utiliser les jouets de différentes manières et inventer ses propres jeux. Arrivé en primaire, il se retrouve dans un cadre beaucoup plus enrégimenté avec une socialisation plus contraignante. Il doit rester assis sur sa chaise, il n'y a plus de jeu, il doit poser que des questions qui soient pertinentes pour le professeur, le hors-sujet est beaucoup moins toléré, et il n'y a plus beaucoup de place pour le rêve. Et donc, le niveau de créativité s'effondre année après année. On peut donc tous être des personnes avec un potentiel de créativité énorme, mais n'en exprimer que très peu dans notre quotidien. Et pour les adolescents, eh bien c'est la même chose. Ils peuvent avoir plein de compétences similaires à celles des adultes sans parvenir à les exprimer. Et c'est cette distinction performance-compétence qui peut nous permettre de comprendre une des raisons de nos préconceptions sur les adolescents. Ces préconceptions viennent aussi des rapports infantilisants que nous entretenons régulièrement avec eux. Si nous les traitons comme des enfants, alors on peut s'attendre à ce qu'ils réagissent comme des enfants. Et aujourd'hui, nous essayons de les protéger de tout un tas de choses en leur en interdisant purement et simplement l'accès, sans compter que l'on parle d'eux en utilisant le terme « enfant », parfois même quand ils ont 16 ou 17 ans. Que se passe-t-il lorsque l'on traite toute une partie de la population comme si elle était inférieure et sans défense ?
Comme les Noirs et les femmes pourront vous le dire, la plupart des gens traités ainsi tendront à croire ce qu'on leur dit qu'ils sont, et ils se comporteront comme on l'attend d'eux. La docilité du noir soumis et l'attitude passive de la femme du 19e siècle sont les produits d'une société qui a moulé des générations de noirs et de femmes à être exactement ce que la société voulait qu'ils soient. Mais comme les noirs et les femmes l'ont démontré au cours du siècle dernier, les performances peuvent s'avérer être un très mauvais indicateur des compétences. Quand on infantilise les adolescents, on est probablement en train de les créer à l'image que nous avons d'eux, mais ça ne nous renseigne pas nécessairement sur leur potentiel. Cette vision infantile des adolescents, nous y tenons très fort et nous mettons en place des procédés souvent inconscients pour la favoriser et nous empêcher de voir les choses différemment. Un cas qui représente bien cet état d'esprit est par exemple celui du permis de conduire. La plupart des droits, nous les obtenons automatiquement à notre majorité, parce que l'on estime que l'âge en lui-même indique que nous sommes aptes à en faire usage. Mais certains droits, comme celui de conduire un véhicule, s'obtiennent en passant un test. Et l'examen du permis de conduire se divise en 2 épreuves. Mais s'il existe un permis qui sert à démontrer de notre habileté à conduire, en quoi l'âge devrait être une condition d'accès à l'épreuve? Puisque si une personne de moins de 18 ans est nécessairement inapte à conduire, ce que notre société semble penser, elle échouera à l'examen. Elle ne pourra donc pas se mettre en danger et mettre les autres en danger en prenant le volant. Que cela coûte-t-il donc de laisser aux adolescents la possibilité d'accéder aux épreuves du permis afin de nous montrer s'ils sont en capacité ou non de conduire? Nous ne sommes donc pas seulement à les empêcher d'essayer de conduire, mais aussi à les empêcher de nous montrer qu'ils pourraient être capables de conduire. Et c'est là que repose tout le problème. Nous sommes convaincus qu'ils ne disposent pas des compétences nécessaires au point de ne leur laisser aucun espace pour qu'ils puissent nous prouver qu'ils les ont. Nous nous comportons comme si l'erreur nous était impossible. Nous définissons les adolescents tout en leur verrouillant toute possibilité de nous prouver qu'ils ne sont peut-être finalement pas comme on l'imagine. Ce procédé sophistiqué montre que nous ne nous autorisons pas à remettre en question notre idée. Le test Epstein-Dumas n'a pas tant montré que les adolescents étaient extraordinairement compétents, mais que les adultes n'étaient peut-être pas aussi compétents qu'on croit. Ils ont commis des erreurs dans tous les domaines. Sur les 14 000 réponses fournies, plus de 2 000 étaient fausses. Même si en tant qu'adultes nous sommes conscients de nos défauts, de nos erreurs et de nos manques à nos responsabilités, cela ne nous empêche pas de continuer à nous faire appeler des adultes. Même si, à certains moments, nous ne devrions peut-être pas en avoir le titre. C'est pour ça que nous sommes très sélectifs sur les comportements dans lesquels nous sommes compétents afin de valider l'idée que nous sommes bien des adultes et non des adolescents. On remarquera d'ailleurs qu'aucun adulte ne se refuse ses droits de citoyen parce qu'il se considère encore adolescent. Pas plus qu'on ne voit de personnes destituées de leur majorité parce qu'elles n'ont pas su se comporter en adulte à tel ou tel autre moment. À côté de ça, quand les adolescents font montre de capacités similaires à celles des adultes, on est prompt à ne pas en tenir compte, à les renvoyer à leur âge afin de préserver le statut de mineur qu'on leur donne. Et lorsqu'ils commettent des erreurs, on les reportera facilement sur le compte de leur âge, quand bien même, nous, adultes, pouvons commettre les mêmes erreurs. On a cette forte tendance à faire primer leur âge sur leur capacité. Donc, est-ce que tous les adolescents sont capables d'endosser des responsabilités et d'incarner l'autorité qu'ont les adultes? Eh bien non, puisque les adultes ne sont pas eux-mêmes capables de gérer efficacement les responsabilités et l'autorité qui leur incombent. Il y en a qui boivent avant de conduire, qui ont des addictions aux drogues, qui se suralimentent, qui procèdent à la fraude fiscale, etc. Epstein affirme donc que ce n'est pas l'âge d'une personne qui fait d'elle un adulte. Quand on regarde attentivement aux compétences requises pour être un adulte, on remarque qu'une fois la puberté atteinte, l'âge est un bien mauvais indicateur de prédiction des compétences. En moyenne, Epstein affirme que les adolescents sont probablement autant adultes que les adultes. De nouveaux éléments se sont ajoutés à ceux que Robert Epstein nous avait déjà délivrés et que nous avions vus dans la précédente vidéo. Il corrobore l'idée centrale qui ressort de ses travaux et selon laquelle l'adolescence relève essentiellement d'une fabrication sociale. Nous avons vu qu'en mettant des jeunes en situation de vivre une vie
plus sensés et plus riches du pouvoir de la responsabilité, ils parvenaient le plus souvent à se comporter comme des adultes. L'environnement joue un rôle décisif dans l'apparition ou non de l'adolescence. L'infantilisation des adolescents est la source de nombreux de leurs problèmes et de leurs contradictions. Leur recherche d'attention est souvent la réponse à une attention qu'on ne leur a pas accordée. Ils provoquent parce qu'en amont on les a provoqués. Ils recherchent leur identité parce qu'on la leur a refusée. Toutes ces manifestations sont des moyens pour eux de montrer leur besoin d'indépendance, une capacité et une volonté d'avoir du pouvoir sur leur vie. On a enfin vu que de nombreux adultes n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils sont supposés être, pendant que les adolescents semblent en moyenne réunir les conditions pour être des adultes, et qu'au final, les uns comme les autres présentent un niveau de compétence presque équivalent dans quasi tous les aspects de leur fonctionnement. Et les adultes présentent un certain nombre de biais qui les poussent à sous-estimer le potentiel des adolescents et à préserver leurs préjugements à travers l'infantilisation qui rend les jeunes toujours moins capables qu'ils ne le sont. En considérant tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, cette fameuse crise d'adolescence semble bien évitable. Elle est nouvelle dans l'histoire de l'humanité, elle est encore rare dans bien d'autres cultures, et elle peut être renversée avec une bonne dose de responsabilité sensée. Mais comment ce renversement pourrait-il avoir lieu quand les adolescents ne peuvent accéder à la propriété, ne peuvent voyager, se marier, signer des contrats, et qu'ils doivent aller à l'école, là où ils en sont encore à devoir demander la permission pour aller uriner? Se baser strictement sur la caractéristique superficielle de l'âge retient donc beaucoup de jeunes dans un statut qui ne leur correspond pas. Nous avons besoin, nous dit Robert Epstein, de poser un nouveau regard sur les jeunes et de les évaluer sur base de leur habileté individuelle. La troisième partie de cette série sera l'occasion de nous intéresser aux performances réalisées par des adolescents dans de multiples aspects de leur vie. Nous explorerons leur potentiel à la fois dans des cas très concrets, mais aussi au travers de la littérature scientifique. Encore une fois, merci pour votre attention et à bientôt.